Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Je repoursuis sur un DVD de la Dragon Gate. Et pour le coup, je vais pas vous faire attendre tout de suite. Donc, United NYC. Donc, pour New York City. Donc, de côté de New York, ça vous le saviez. Mais encore un show de la Dragon Gate, forcément, vraiment forcément. Donc si quelques jours j'ai pas su on va dire sortir on va dire une vidéo par jour, c'est tout simplement normal, c'est parce que des fois je me concentre sur un DVD, je prends mon temps, je regarde et, euh, et s'il le faut, je sors au jour auquel je préfère, car le but c'est pas trop aller trop vite, parce que quand on va trop vite on fait un peu du n'importe quoi, donc c'est pour ça que je préfère de pas faire trop n'importe quoi. Donc là, on voit les photos et le DVD en même temps, même s'il n'y a pas de notice, mais la notice c'est derrière, ça vous le saviez. Et pour ça, et pour cela, ben, je vais m'attaquer sur un match bonus qui n'est pas un pré-show de ce show, c'est pas du tout un pré-show, vu comment il y a des tas de trucs. Il y a le highlight pour ce show United, donc le highlight. Une vidéo de preview, quelque chose comme ça. Une vidéo sur Pac, donc, que vous connaissez sous le nom de Neville ou Adrian Neville, mais on connaît actuellement sous le nom du bâtard Pac. Je suis pas en train de le traiter de bâtard, c'est lui-même qui se fait appeler comme ça, donc ne me jugez pas. Et on a le match, donc qui s'est déroulé le 7 du 19 en 2009 à Kobe Puroresu Festival, donc le show de pay-per-view pour la Dragon Gate Japan Pro Wrestling, qui est qui s'est déroulé à Kobe au Japon, bien sûr. Et que là, c'est un match Open the Triangle Gate Championship. Donc un combat ouvert, triangulaire, du port du dragon, on va dire ça comme ça, pour un titre. Donc, les participants sont Bibi Hulk, Masato Yoshino et Pac, contre Dragon Kid, Akira Tozawa et Taku Iwasa. Match très 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 dynamique, c'est ce que je me rappelle. C'est que du Spotfest. De toute façon, quand il y a une fédération indie comme la Dragon Gate, c'est que du Spotfest. Je ne mettais jamais en avant le terme Spotfest, pardonnez-moi, mais c'était exactement le cas, c'était des matchs Spotfest. Vu comment il y a des prises de dingue, même, même en soumission c'était dingue, parce que quand un catcheur fait une soumission, il y a un autre catcheur qui arrive, on le maîtrise, on fait une soumission en même temps, donc ça fait double soumission. Et par la suite, quand il y a deux autres catcheurs, quand ils arrivent, il y a soit un des face ou des heels qui tentent une soumission, et ça fait réagir la foule. De toute façon, les foules japonaises réagissent au moment où c'est des bons moves, des bons mouvements, des bonnes prises. Et c'est comme ça. Pas obligé de crier, de demander de se réveiller pour avoir des encouragements. Car pour eux, c'est totalement inutile. Ce n'est pas, on va dire, dans leur proverbe. Parce que le seul truc auquel ça peut marcher, c'est aux États-Unis et en Europe. Alors qu'au Japon, ça marche pas. Eux, ils réagissent, c'est au gros move. Point barre. C'est comme ça comment ça fonctionne, leur manière d'apprécier les matchs. Donc, qu'est-ce que j'en ai à dire si ce n'est que c'était que des matchs Spotfest. Et auquel celui qui va avoir la victoire, c'est Bibi Hulk, Masato Yoshino et Pac. Je sais pas si c'est Pac qui fait son fameux Shooting Star Press ou alors son fameux Red Arrow ou Black Arrow pour la victoire, je pense. Mais de toute façon, c'est victoire des Face et défaite pour les Heels. Voilà tout. Et pour ça, pour ce match-là, vu la dynamique que ça a eu lieu, pardonnez-moi, et que c'était du très bon Spotfest, parce que c'est pas des Spotfest pourris, enfin, des Spotfest qu'on a l'habitude de voir à la EW, parce qu'il faut savoir qu'à la EW, les Spotfest, ils sont la plupart sympas, mais on s'en fiche en fait. Et qu'il n'y a rien de marquant, ça raconte rien. Euh, pour, pour de ce côté-ci, je pense qu'il y avait quelque chose à raconter,
parce que vu comment c'est un match trio en équipe et que je suis persuadé qu'ils ont eu des tas de rivalités entre les trois équipes, peut-être qu'il y avait quelque chose à raconter, hein. J'en suis pas fort sûr, mais je suis persuadé. Donc voilà tout. Pour ce match-là, 4,20, vu comment tout était bon, et que c'était, encore une fois, un très très bon Spotfest, en dépit de la l'AEW. Voilà tout. Donc voilà. Maintenant, je passe directement au show. Alors, il n'y a pas un match du pré-show, comme je l'ai dit, vu comment c'était tous les matchs de la carte principale. Et pour le premier match, on a Akira Tozawa, qui est accompagné par Mr. Badass en personne, John Moxley, contre son ancien meilleur ami et associé dans la Switchblade Controversy, Sami Callihan. Oui, deux anciens, on va dire, amis et rivaux qui se recroisent et auxquels Moxley décide de se ranger du côté de Tozawa, pardonnez-moi. J'allais dire Ottawa, mais non. Excusez-moi. Mais bon. Le match là, même s'il y avait un peu de tension entre Callihan et Moxley, alors que Moxley, il essaie de se faire discret, mais il peut pas s'empêcher d'avoir l'attention sur lui. Alors que quant à Akira et Callihan, tu peux t'attendre à des matchs grandioses. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de mieux, si ce n'est que explosif. Et encore une fois, mes termes sont un peu faibles, mais je sais pas, on va dire trop quoi dire, si ce n'est que ça peut être énorme. D'ailleurs, ça avait été le cas. Ça avait été le cas, et que même s'il y a eu des distractions de Moxley, c'est quand même Tozawa qui arrive à avoir la victoire sur Sami Callihan. Et si je me trompe pas, il le bat avec un violent German suplex avec Ponté qui remporte la victoire. Et par la suite, il y avait la meuf qui était arrivée, je pense qu'elle s'appelle... pas celle la manageuse de Moxley, mais une autre. Une autre. Je crois qu'elle s'appelait... je vais peut-être quand même dire ça au pif, mais je pense que c'est Tina Michaels qui arrive, qui fait une promo contre John Moxley, alors qu'il y a Akira Tozawa aussi sur le ring. Donc il se tape un monologue de discussion. Et que, petite anecdote, je vais peut-être dire mon petite anecdote à propos de ça. Il faut savoir quand je me suis dit les catcheurs de la WWE, quand je les vois actuellement sur mon écran, moi je me suis dit ce serait intéressant de savoir comment ils étaient ailleurs en dehors de la WWE. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit en vous proposant ça aussi. C'est que il fallait que je dise les anecdotes auxquelles je devais dire. Et honnêtement, quand je voyais John Moxley, qui était à l'époque Dean Ambrose à la WWE, je me suis dit, ah bon, il était comme ça ailleurs en fait. Euh, Dans l'indépendant, il était comme ça, il faisait du catch hardcore, très très violent, très badass. Et il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc là c'était en... Je vois pas tellement bien. Je vois pas tellement bien. Je crois que c'était 2011. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, ça s'est déroulé le 28 janvier 2011 à BB King Bloods Club and Girl, donc qui s'est déroulé au Manhattan, donc du côté de New York. Euh, À l'époque, il faisait pas des tonnes, John Moxley. À l'époque, il faisait pas ouais, je suis trop badass. Ouais, j'ai un bras pété parce que Konotsuki Takeshita m'a pété le bras. Mais je m'en fous, je suis trop badass et je mets mon titre NJPW en jeu. Pourquoi? Parce que je suis caca de dur. Quelqu'un qui ne sent pas la douleur. À part dans la vraie vie, je sens la douleur, mais quand quelqu'un me frappe dessus, je ne sens rien les coups parce que je suis trop badass. Ouais, je sais, je fais un peu la voix de Sylvester Stallone dans Rocky Balboa, dans Rambo, ce que vous voulez, parce que John Moxley, c'est trop badass. Merci John. Tu m'as bien pété les cordes vocales. Excusez-moi de tousser devant vous, mais c'est vrai. Ah, à l'époque...
À l'époque, il n'était pas aussi une parodie, hein. Il n'était pas une parodie à cette période-là. Même quand il faisait du hardcore, il faisait pas genre je suis trop badass. Faut dire à l'époque, il faisait le mec rebelle. Il faisait quelqu'un qui s'en fout de tout, qui fait ce qu'il veut. S'il va dans les circuits hardcore, il va dans le circuit hardcore. S'il va dans le circuit où il y a plus de technique, il va dans le circuit la plus technique. Ou encore un peu de voltige en même temps. Même s'il n'est pas très voltigeur, je peux vous l'admettre. Mais avant, c'était pas comme ça. Maintenant, je sais pas ce qui lui est arrivé entre-temps, John Moxley. Encore une fois, je suis pas là pour vous enfoncer. Vous pouvez adorer Dean Ambrose, John Moxley, ce que vous voulez. Mais, euh, mais maintenant, quand vous le voyez maintenant, bah, j'ai l'impression qu'il s'en fout de tout. On dirait qu'il s'en fout de la logique des bonnes choses. On dirait que, je sais pas, il y a un truc qui est cassé dans son cerveau. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. À mon avis, je pense que le cure de désintoxication qui a eu lieu il y a un an ou deux, je pense que ça lui a pas aidé du tout, hein. J'ai l'impression que ça lui a pas du tout aidé. Je pense que ça l'a encore plus enfoncé, plus qu'autre chose, hein. Vu comment maintenant il décide de nocelle, qu'on quand on lui donne des gros coups, mais il ressent pas la douleur. À mon avis, il se prend pour un japonais qui sent les violents coups, mais qui fait genre j'ai pas mal. Alors qu'au Japon, c'est autre chose. Au Japon, s'il y a des vrais durs auxquels ils décident de nocelle, ils vont décider de nocelle. Mais quand t'as en face un autre buffle qui est un violent et quasiment un gros dégénéré, tu dois sceller parce que les coups sont parfois réels. Notamment les gros atémis, les claques au visage, de temps en temps, les vrais coups de poing qui arrivent en pleine tête ou, euh, ou au visage, dans le nez, dans la bouche, ce que vous voulez. Eh ben, euh, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, à mon avis. Je ne comprends plus John Moxley. Ce qui est dingue, c'est que tout comme vous, je suis fan de lui, hein. Je suis fan de lui pour les principes qu'il avait abordés, mais là, oh là là, il me fait un tout petit peu pitié. Il me fait un tout petit peu pitié. Même s'il est champion du monde poids lourd de la NJPW à la New Japan Pro Wrestling, même si c'est un titre, encore une fois, je vous rappelle, qui n'a pas sa place à la l'AEW, mais vu comment la l'AEW, c'est un produit de marque, et qui est accessible pour la CMLL, pour la Ring of Honor, un temps qui était accessible pour la TNA, mais sauf que la TNA, la moitié des personnes n'ont sont jamais été. La NWA, elle avait accès à la NWA, mais la plupart des personnes de la NWA ne sont jamais allées à la EW. À la AAA à l'époque, il y avait quelques catcheurs de la AAA, mais les maximums ne sont jamais y passés. DDT, Pro Wrestling, il y avait quelques catcheurs qui sont allés, notamment Konosuke Takeshita qui était allé à la EW, mais la plupart des catcheurs, on les a pas tous vus. Je ne pense pas que du côté de la NOAH, de la All Japan Pro Wrestling, il y a eu des personnes qui sont venues. Je ne pense vraiment pas. À part quelques-uns, hein, je dis bien quelques-uns, mais j'en suis pas sûr. Qui je pourrais en dire de la GCW. Il y avait quelques catcheurs de la GCW qui étaient là, mais il y avait que Nick Cage, mais sinon la plupart, rien à foutre. Si, je pense que Nick Wayne était là aussi, hein. Il était à la GCW, mais que maintenant il est aux côtés de Christian, auquel je pense qu'il pourrait être très bien mis en avant, très bien évolué aux côtés d'un vétéran comme Christian. Parce que je pense que Christian, c'est pas comme Chris Jericho, malheureusement. Chris Jericho, ben, je pense que si jamais on doit proposer un match mis en avant, je pense que ça passerait pas comme ça. J'essaie d'écouter les bons spécialistes, hein, les bons analyses critiques. Et, et des fois, je peux prendre leur exemple, hein. Comme quoi, ben, c'est pas toujours bien ce qu'ils font. Et pourtant, je m'égare un petit peu, je m'égare un tout petit peu en parlant des autres, mais je passe à côté de Moxley, hein. Mais c'est vrai, ce que fait John Moxley actuellement, faudrait qu'il pense et qu'il ressaisisse le côté, bon côté des choses. Qui propose du bon contenu sur le ring, qui fait pas trop de la merde, qui soit
qui soit minimum, on va dire, sérieux et crédible. Parce que là, la plupart de ces offenses sont pas très nettes. Je ne vais pas vous le mentir, ils sont pas très très nettes, ces offenses. S'il mettrait un peu du sien en faisant des bonnes choses, je serais d'accord, mais là, c'est pas très convaincant. Donc, comme je disais, il se tapait un monologue et que par la suite, ben, la Go décide de le gifler. Moxley ne bronche pas, mais il continue dans sa lancée de sa promo. Et un coup, quand ça le titille un peu, il lui tire par les cheveux en lui disant ce qu'il pense, et aussi en s'adressant à Tozawa en disant qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va, on va dire, prendre la défense de cette grognasse, ou alors être de son côté? Eh ben, dommage, parce que j'avais un show de la Dragon Gate auquel je possède dans ma collection, auquel ça va pas se passer comme il l'entend. Et dire, et dire que je vais vous dire un truc, et dire que les segments auxquels j'avais vu dans un highlight musique, parce qu'en fait, il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube en mettant en avant John Moxley avec les différents segments et matchs, bah, je trouvais que c'était très marquant, vraiment très marquant. Comme avec la CZW, c'était très marquant, et que auquel maintenant, bah, on regrette Moxley pour ce qu'il est devenu actuellement. Certains des fans WWE qui l'ont suivi sont peut-être d'accord avec lui, d'autres pas très d'accord avec lui, mais il y en a des fans qui lui manquent et qui disent qu'ils voudraient qu'il retourne à la WWE parce que le Dean Ambrose nous manque. Alors que maintenant il faut dire bonjour à John Moxley et, et Dean Ambrose ce sera peut-être pour plus tard. Qui sait? Peut-être dans 10 ans. Non, j'exagère, j'exagère. Peut-être dans un futur proche ou dans un futur euh, moyennement proche, si vous voulez que je dise ça. Mais bon, de toute façon, le reste, ce qui va de son destin, verra plus tard, vraiment plus tard. Parce que là, après ce petit prise de bec auquel il a eu avec Tina Michaels et un petit peu avec Tozawa, Jingso arrive et tente de sauver Tina pour amocher Moxley et que ça va enchaîner un match suivant auquel ça va poursuivre des gros échanges entre les deux, mais que par la suite, ce sera John Moxley qui va avoir le dessus sur Jigsaw et qui va le battre avec... alors, il avait deux variantes de prise. Attendez, non, qu'est-ce que je raconte, variante? Non, pas du tout, c'est pas une variante. Il avait le coup de genou du coin et aussi un genre de glam slam à sa sauce, auquel je ne connais pas le nom malheureusement, parce qu'il y a tellement de noms dans le monde du catch. En termes de prix, c'est assez impressionnant de savoir qu'il y a des tas de trucs qu'on peut pas tout retenir. Et malheureusement, c'est mon cas, je peux pas tout retenir. Euh, c'est la victoire de John Moxley, qu'est-ce que vous voulez que je dise? En revanche, pour le match entre Tozawa et Sami Callihan, je vous ai oublié de citer la note globale. Alors, la note globale, c'est 3,50. Et la note globale entre John Moxley et Jigsaw, c'est un 3,60. Donc je pense en être plus clair là-dessus. Et que je pense que j'ai rien à dire vraiment, vraiment dessus, à part qu'il y a son équipe à John Moxley. Mais je pense que c'était pas lui le leader. Je sais pas s'il était dans The Blood Warrior ou dans une faction de chiens galeux, je n'en ai aucune idée. Mais il était dans une faction. Et auquel je pense pas que c'était lui le leader. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que c'était pas lui le leader. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'il va encore y rester, encore dans le show, et que par la suite, ça va avoir Yamato contre Bibi Hulk. Donc non, parce qu'ils se sont trompés, ils ont mis Jimmy Jacobs et Brody Lee, alors que c'était pas du tout ça, c'était vraiment Bibi Hulk et Yamato, pour le titre Open the Freedom Gate Championship. Donc oui, les matchs en titre poids léger ou cruiserweight, comme vous voulez, sont inclus dedans. Et que
Dans les trois quarts du match, eh bien, on a eu des bonnes choses par rapport à Baby Hulk et de Yamato. Il y a eu que des bons trucs. Et après, par la foulée, il y a eu Homicide qui est arrivé pour foutre une rouste à John Moxley pour qu'il dégage du show, du spectacle. Et qu'ils ont commencé à se battre au vestiaire, la base, parce que les bagarres en coulisses, ça a toujours été la base. Même en plein écran, ça a toujours été ce fameux rituel dans le monde du catch. Je vais pas vous le mentir, ça a toujours été un gros rituel. Et que par la suite, ça va laisser entre les deux voltigeurs, les deux techniciens en voltige, si on peut appeler ça comme ça, que ça va leur régler leur compte. Et que ce sera Yamato qui va battre Baby Hulk. Je sais pas si c'était Baby Hulk le champion ou alors toujours Yamato, mais victoire de Yamato. Je n'ai vraiment rien dit dessus, si ce n'est que c'est victoire de Yamato, et c'est un 3,40. Voilà, c'est tout ce que je voulais mettre. Ensuite, ça continue entre Brody Lee et Jimmy Jacobs. Je sais que Jimmy Jacobs fait son entrée en premier et il fait une promo en, en disant à Brody Lee de se ramener sa pêche, mais Brody Lee n'est pas venu tout seul, vu comment il est venu avec The Blood Warriors, donc l'équipe de Shima, qui est arrivée avec Dragon Kid, Ricochet, et qui encore Naruki Doyle, et d'autres. Et d'autres. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va se régler entre Brody Lee et Jimmy Jacobs. Même si Jacobs avait commencé la rencontre en se jetant dessus sur Brody Lee, donc en fonçant tête baissée, alors que vous savez bien que Brody Lee c'est un géant qui ne sent presque pas la douleur, parce que des petits piqûres de moustiques, ça le fait un tout petit peu mal, mais pas trop, vu comment c'est lui qui fait mal au plus petit que soit. Ça a duré 5 minutes environ, et que par la suite, ce sera victoire de Brody Lee avec son fameux Tornado Clothesline ou son Say Down Powerbomb. L'un des deux de prise, mais j'ai rien d'autre à dire. Vraiment rien d'autre à dire, mais c'est victoire de Brody Lee. Car il bat Jimmy Jacobs, tout simplement. Et pour ça, c'est un 3,50. Voilà, un peu comme au début avec Kalien et Tozawa. Et que maintenant, on passe au match par équipe. Parce que oui, ils sont encore gourés dans les placements des matchs. Alors, l'équipe de Zeroni, donc équipe composée de Chuck Taylor et de Johnny Gargano, qui est accompagné par Rich Swann, qui affrontent The Blood Warriors. Donc, je vais l'appeler Blood Warriors 1.0 par rapport, parce qu'il y a Ricochet et Naruki Doyle. Parce que, en fait, il faut savoir, c'est que dans cette équipe, il y aura 2 matchs avec les 2 mêmes équipes. Donc, Blood Warrior. Donc, c'est pour cela que je décide de mettre 1.0, parce que le 2.0, ça va être dans le main event. Même s'il n'y a peut-être pas de rapport au niveau des chiffres. Enfin, je pense qu'il y en a qui corrigeraient mieux l'erreur que je fais, parce que je ne suis pas toujours très clair dans ce que je dis. Mais en gros, c'est parce que j'en ai décidé de mettre ça, parce que je m'y perdais. Et d'ailleurs, je m'y perds encore. Je vous le mens pas. Un match avec beaucoup de dynamique, parce que de la dynamicité et que des spot fest entre les deux équipes. Surtout quand on connaît Johnny Gargano et Chuck Taylor, Ricochet et Naruki Doyle. Donc si on les apprend à les connaître, il y a de quoi aussi. Vu comment il n'y a que des enchaînements par-ci par-là, des popements de la foule, des tas de choses auxquelles on ne peut pas tous les retenir, vu comment ça raconte vraiment rien, à part du bon contenu en équipe. Mais c'est pas facile à avoir son avis très clair là-dessus. Et sachez le constater, je suis pas non plus très très clair. Et si ce n'est que pour le climax du match, même si je pense que Ricochet et Naruki Doyle avaient le dessus, Johnny Gargano et Chuck Taylor vont doubler le volume du match, et que
ce seront eux qui vont obtenir la victoire en faisant un enchaînement en équipe à 2. Et que ça entraîne la victoire. Donc voilà ce que j'ai à dire, parce que le reste, j'ai le souvenir d'en avoir rien vu. Miséricorde que je suis. Mais voilà. Donc pour ce match-là, même s'il était une bonne dynamicité, très bon, ce que vous voulez, je le mets à 3,70. Que vous savez que c'est un 3,70. Donc voilà. Ensuite, maintenant, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Rich Swann contre Austin Harris, ou Austin Harris contre Rich Swann, parce que vu comment dans le match, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais je vais vous spoiler après. Très bon match entre Harris et Swann, vu comment ils ont aussi une très très bonne dynamique, que ce soit en solo ou la plupart des deux en équipe. Parce que je pense qu'ils ont fait un match par équipe à 2 et l'un contre l'autre, en équipe aussi, et auquel je n'imaginais pas du tout que c'était très bon. Bon, après, en connaissant Austin Harris, il faut savoir c'est qu'il est quand même très très bon dans la manière de ce qu'il fait. Et auquel, malgré ce côté prétentieux auquel il incarne, ce qu'il fait sous le ring, c'est loin d'être prétentieux. Même s'il a l'air d'être prétentieux. Excusez-moi. Si je fais un petit peu un contretemps. Et que par rapport à Rich Swann, bon babyface, il peut avoir des bons ovations de babyface, parce que en tant que heel, il faudrait qu'il fasse une action de heel très bien placée, avoir toute la hit du monde. Il faut vraiment avoir le savoir-faire, mais Rich Swann, c'est plutôt le pur babyface auquel on doit s'en ranger, vu comment il est dans le bon côté de la justice et pas dans le mauvais côté de la justice. Alors que Harris, tu peux le tourner heel, ça marche du tonnerre. En tant que face, il y a moyen de faire quelqu'un d'aussi d'attachant. De toute façon, que ce soit du côté de l'un ou de l'autre, ça peut fonctionner si ça marche très très bien. Donc, j'ai rien d'autre à dire, hein, vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que le match était pas mal, des bons enchaînements de la part de Harris et de Rich Swann, mais à la fin, lors du climax, parce que là je vais essayer de le dire, c'est un peu comme avec Fabi de Vinted. Oui, je sais, je suis très très désolé par rapport à lui, hein. Je sais que je retiens pas tout, mais avec tous les trucs que j'enchaîne en off, donc entre le ménage, le rangement, le petit boulot de chambre, les petites virées entre amis, euh, tout ce que je dois me casser le cul pour faire ce que j'en ai envie de faire. C'est vrai que j'ai pas tout le temps pour m'y consacrer, vu comment je suis un stressé de la vie, je bouge pas mal beaucoup, et j'ai pas le temps de tout retenir à la lettre des choses pareilles, comme j'ai pas le temps de tout, de tout, etc. Bon, après, il faut pas trop m'en vouloir. Et de toute façon, je sais que Fabrice, bah, je connais le nom, mais je vais pas mentionner toutes les lettres de son nom. Et pour son pseudo sur Vinted, je sais qu'il y a des chiffres, mais en chiffres auxquels je peux pas trop retenir. Pour lui, c'est simple. Mais pour moi, c'est pas forcément trop évident, vu comment je sais qu'il est gentil, il est sympa, mais j'ai énormément du mal à retenir, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'en connaissant les noms, je m'y perds, je m'égare, mais voilà quoi. Mais pour essayer de retenir, il bat Rich Swann avec son Last Chancery. Donc j'espère que je l'ai bien dit, The Last Chancery. En gros, comme je l'avais dit, c'est un genre de crossface reverse, inversé, où il se met tête à l'envers, et auquel il a la pression du coup de l'adversaire auquel il subit, comme une pression auquel ça peut faire basculer enfin, on va dire le coup peut basculer, qui peut se détacher, se désarticuler autant que on peut, ça peut être fatal.
Je crois que c'est ça, parce que si c'est pas ça, ben, c'est que j'ai pas encore les bons mots à dire. Mais il back son Last Chancery et sa force Rich Swan a abandonné. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit sur ce coup-là. Et pour ce match-là, ben, c'est un 3,80 vu comment c'était pas mal, vraiment pas mal. Et maintenant, le main event. Le main event entre The World One, donc le monde 1, Pac et Masato Yoshino, contre The Blood Warriors 2.0, Shima et Dragon Kid. Énorme match, énorme main event aussi, parce que il n'y a pas à dire, ça a été fou furieux. La foule était dedans, c'était du bon spot fest, bon spot fest bien raconté aussi. Qu'on est fan ou pas des Spotfest, il y a un goût dans chacun d'entre nous auquel on peut aimer. Mais là, c'était du bon Spotfest. Et que c'était pas non plus si horrible et dégueulasse que ça. J'ai vraiment rien à dire de négatif dessus. Si ce n'est que c'était pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et pour ce match-là, alors il y a eu pas mal on va dire, de différences. Qui va remporter le match? euh, qui va rester cloué à terre, qui va pas bouger d'une traite. Ça s'est beaucoup, beaucoup trop joué sur du à toi, à moi, à lui, à l'autre, ce que vous voulez. Il y a pas mal de choses comme ça à retenir. Et pour terminer, ben, pour le beau côté des choses, c'est victoire de The World One. Après un enchaînement en équipe de Masato Yoshino et de Pac, c'est, je crois, Pac et Yoshino qui font le double pin pour la victoire sur Shima et Dragon Kid. Je pense que c'est ça, hein. Si je me trompe, bah, tant pis pour moi. Et je l'avais oublié de le dire, c'était pour le titre Open the United Cade Championship Round Robin Tournament match. Donc c'était pour les titres par équipe et auquel c'était pas encore les matchs directs pour les titres, ou en tout cas pas, peut-être pas pour tout de suite. Oh là là, excusez-moi si j'ai un problème en termes de mémoire, parce que j'avais un mémoire exceptionnel, mais maintenant j'ai un mémoire de merde, alors que je sais que je l'ai vu hier soir. Mais oh là là, quelle embrouille mentale auquel je m'embrouille. C'est incroyable. C'est peut-être parce que je parle beaucoup, mais j'essaie d'y aller à l'essentiel, mais aussi durer le plaisir. Mais tout ce que je sais, c'est victoire de The World One. Donc Pac et Masato Yoshino. Voilà. Et pour ce match-là, vu comment c'est le main event et c'est terminé, 3,90. Ou alors, si vous préférez pour les amis les Français, 3,90. Voilà tout. Donc j'ai fait le tour de tout ça. J'ai fait le tour. Donc pour tout dire, les matchs, les bonus, les petits segments qu'il y a eu aussi, et l'ensemble, 4,10. 4,10, c'était pas mal. Et auquel ça se termine ici, et auquel moi aussi je vais m'arrêter là. Donc je pense que ça aurait été vraiment plaisant pour vous. Et je vais conclure directement. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir à tous pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Allez, ciao.